Front-End Chronicles, épisode 25. Je suis Benjamin et je vous présente mon magnifique co-animateur, Denis. Comment vas-tu, Denis ? Ça va très bien et toi, Benjamin ? Alors, magnifique, je sais pas. Pour l'instant, on n'a que l'audio sur Front-End Chronicles. Oui, bien sûr, moi je présente toujours les choses en toute objectivité. Bien sûr. On a accès à ton LinkedIn dans les notes de l'émission, donc si les personnes souhaitent avoir une photo pas à jour, venir apprécier cette magnificence, on pourra... Aujourd'hui, on parle de quoi, Denis ? Aujourd'hui, on va parler d'ES modules, ou même de manière un peu plus générale de modules en JavaScript. Comment ça se boutique ? Où est-ce qu'on en est en 2025 ? Et est-ce qu'on ne devrait pas changer des choses ou progressivement changer nos habitudes ? Bah voilà, on va essayer d'en parler. Exactement. Et si je devais résumer en un seul mot, ça serait bordel. Voilà, c'est le bordel depuis que ça existe. D'ailleurs, je vais te poser une question très simple. Est-ce que toi, tu as un événement marquant qui t'a fait découvrir le fait que, par exemple, avec Node.js, il y avait plusieurs façons de gérer les modules ? Est-ce que tu as quelque chose de marquant dans ta carrière qui t'a fait réagir ? Ouais, moi, c'était plus les... Alors, pas marquant, mais c'est les premières fois où je me suis cassé la tête avec les configs TypeScript. Parce que du coup, tu essayes de... Donc, c'était 2016-2017, voilà. Hein, pour moi, c'était mes débuts avec TypeScript et tout. Tu essayes d'apprivoiser un peu la techno et en même temps tu regardes ce qu'il y a autour, du Node.js, du JS et tout ça, et j'étais pas forcément hyper calé sur la partie JavaScript et Node.js pareil, et donc du coup en tripotant tout ça, tu vois des options, des trucs et tu fais mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar quoi, à quoi ça sert, je comprends rien. Bon, vas-y, je vais utiliser les configurations recommandées pour l'instant, et puis voilà, quoi. Moi, c'est plus vers là où, en fait, c'est les débuts, c'est les premiers nœuds au cerveau, ou alors, des fois, tu as l'impression de bundle un truc, t'envoies, et en fait, ça marche pas. Ouais, effectivement, c'est compliqué aussi de configurer un projet TypeScript, notamment à cause de ce système de modules, mais également, on en reparlera dans la suite de cet épisode, des librairies, des bibliothèques que tu vas utiliser sur ton projet, parce que comme il y a plusieurs façons de faire des modules, eh bien, il y a plusieurs types de librairies. Voilà. Et ouais. Et toi, Benjamin, du coup, toi, c'est quoi ? C'est parce que bon, le sujet, on en a parlé un peu en off et tout ça. Toi, tu m'as raconté une anecdote d'un truc de fou et ça a été vraiment la révélation. Ouais, carrément. Alors, c'était au DevFest 2017, donc très tôt dans notre jeune carrière de développeur professionnel, bien sûr. En fait, j'ai été voir une conf de Sébastien Pertus qui s'appelait Notes du futur, où on parlait de plein de choses sur l'avenir. Là, c'était le plein boom parce que y avait ES6 avec plein de choses qui arrivaient, dont notamment les ESM. À l'époque, il faut savoir que dès la création de Node.js, on utilise CommonJS. Sauf que du coup, si Node commence aussi à utiliser les ESM, comment on va faire quoi ? Et du coup, il parlait de Michael Jackson. Alors attends, c'était quoi ? C'était MJS. Michael Jackson Script. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Michael Jackson Script, j'avais plus le nom en tête. Et du coup, c'est ça qui était très marquant, c'est de se dire que, ok, d'accord, donc on peut faire du JavaScript, mais si on utilise les ESM, il faut que notre fichier soit en .mjs. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'était la solution de l'époque, et donc pas terrible. Aujourd'hui, ça a un peu évolué justement parce qu'on peut jouer avec le type CommonJS ou MJS ou juste JS, et on précise à la racine. Et sans transition, on va commencer par la genèse. Au tout départ, on faisait du JavaScript uniquement dans le navigateur. Pour cela, on avait et on a toujours une balise dédiée. La balise de script, où l'on pouvait écrire directement notre code ou bien l'importer. Par exemple, toi, Denis, qui était un adorateur de jQuery, bien sûr, fallait d'abord l'importer donc à la main, au plus haut de son fichier, et derrière, le script, là où on nous faisait, notre propre code, l'ordre d'import était important, on ne pouvait pas utiliser jQuery avant qu'on l'ait importé. Et il y avait de la triche aussi, hein. Tout simplement, toute la partie jQuery passait en variable globale, ce qui fait que là, il n'y avait pas besoin de résoudre, de dire, tiens, j'importe jQuery ou je sais pas quoi. Non, quand j'ai mis le script, je sais que jQuery est disponible en variable globale et puis après, je peux le manipuler. Disponible partout, quoi. Voilà, c'est ça. Vers 2010, il y a eu l'heure du bricolage un petit peu avec la philosophie AMD, donc Asynchronous Module Definition, et une librairie qu'on devait importer qui s'appelait Require.js. Et là, c'était une histoire de, on pouvait define une lib, un scope, puis derrière faire un require pour pouvoir l'utiliser dans un scope dédié. Bon, on va pas se cacher que c'était très très lourd, et puis ça nécessitait forcément une lib externe, et à l'époque déjà pas compatible avec Node.js. Donc pas fou. Je crois que Denis, tu connais une autre façon aussi, justement, avec l'AMD. Tu m'en as parlé. Parce que l'AMD, c'est, comme tu disais, c'est avec Require.js, c'est assez vieux, mais c'était vraiment fait
uniquement pour le front-end. C'est ça. Et côté Node.js, on avait le CommonJS, et côté front, côté navigateur, on avait l'AMD. Et voilà. Et donc, du coup, l'AMD, ça n'a pas forcément été très, très apprécié par les gens. Mais en général, c'était un bundler qui faisait la transformation. Donc voilà. Mais à un moment, il y a un format que vous avez peut-être vu passer, mais aujourd'hui, je crois qu'on doit le voir encore dans quelques paquets JSON ou des choses comme ça. Mais pour moi, il est quand même fortement sur le déclin. C'est le format UMD. Donc pas AMD, mais UMD pour Universal Module Definition, qui est en gros une manière de réconcilier AMD et CommonJS. C'était l'objectif du truc, c'est pour ça qu'il s'appelle Universal. Et donc du coup, le but, c'était de pouvoir faire un système de gestion de modules qui marche à la fois dans le navigateur et à la fois pour Node.js. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est fortement sur le déclin parce que en fait, les ES modules, c'est mieux, quoi. Mais on va en reparler des ES modules. Excellente transition. En 2015, on a la nouvelle spec qui sort, ES6, avec l'arrivée des ES modules. Et c'est là où les vrais premiers problèmes se présentent, puisque en fait, on avait CommonJS depuis déjà 2009 dans l'écosystème Node.js, qui fonctionnait bien. Mais comment, justement, sans utiliser, donc tu disais l'UMD, là, on a un nouveau module qui arrive, qui est sur le papier plus simple à utiliser et peut-être plus performant. Ouais, en fait, en gros, on avait une combinaison qui était intéressante parce que le CommonJS qu'on aimait bien dedans, c'est la syntaxe qui était simple. Et l'équivalent côté front, qui est l'AMD, lui, ce qu'on aimait bien dedans, c'est la partie async. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais CommonJS, c'est synchrone et AMD, c'est asynchrone. Parce que AMD, ça veut dire Asynchronous Module Definition. Oui. On voulait un peu le meilleur des deux mondes et l'ES module, c'est sa promesse en tout cas. C'est d'avoir quelque chose qui marche sur les navigateurs, qui marche côté Node.js, qui a la syntaxe plutôt simple comme CommonJS et qui a aussi la partie asynchrone comme AMD, les modules AMD. Et je voulais juste revenir viteuf sur la partie AMD et UMD. Pourquoi nous, en tant que développeurs, on ne les voyait pas beaucoup, ces choses-là, et qu'on parle plus aujourd'hui et même avant de CommonJS et de SM, c'est parce que en fait, même si on cible le navigateur, en fait, notre tooling, la manière dont on va écrire le code et tout ça, c'est outillé par du Node.js. Donc ça va être plutôt la résolution de modules côté Node qui va travailler. Et après, au moment du bundle, c'est là où on va potentiellement faire un bundle AMD ou UMD quand on cible un navigateur plutôt qu'un Node.js. Donc c'est pour ça qu'on les si on s'y intéresse, on les voit passer, mais sinon ça passe vite sous le tapis parce que en fait, c'est de la magie qui ne nous intéresse pas en tant que développeur. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de CommonJS. Si vous ne connaissez pas comment ça s'écrit, vous faites un require sur votre lib en haut de votre fichier ou pas, justement. C'est l'avantage du CommonJS, c'est qu'on peut faire des requires un peu partout dans le fichier, puisque par définition, il est asynchrone. Pour pouvoir l'exporter, vous faites par contre module.export. Pour l'ESM, vous faites, et si vous faites des projets TypeScript, c'est là où ça va, c'est un faux ami, parce que vous avez import ce que vous avez besoin from votre lib, mais ce qui est caché derrière, c'est que c'est soit un CommonJS, soit un ESM, en fonction de votre module. TypeScript est capable d'abstraire ça. Donc, vous avez peut-être l'habitude de faire des imports, mais si vous faites du JS natif, c'est bien import que vous allez utiliser. Et derrière, par contre, là, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir également dans les projets TypeScript, finalement, c'est export de ce dont on a besoin. Au niveau de la syntaxe, c'est la principale différence. Par contre, on a parlé de Denis, au niveau de l'exécution, c'est un peu différent. On a de l'asynchrone et du synchrone. Ouais, d'ailleurs, en fait, tu as dit pour le CommonJS que c'était asynchrone. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est synchrone. C'est-à-dire que quand tu fais un require, tu as le fichier qui est en synchrone. Par contre, tu peux le mettre où tu veux. Tu n'es pas obligé de le mettre au début du fichier. Donc, c'est pas résolu à d'autres moments, c'est appelé à l'endroit où tu l'as mis. Mais par contre, c'est du synchrone. Oui, pardon, tu fais bien de me corriger. Quand je parlais d'asynchrone, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être spécifiquement au début du fichier, donc à la lecture de celui-ci, pour pouvoir être chargé, et qu'en fonction de vos algorithmes, il peut être chargé à la demande.
Voilà. Là où tu en as d'autres, Ok. l'AMD par exemple, tu faisais tu demandais une dépendance et en fait tu la recevais dans une callback en fait. Et donc du coup après derrière tu étais en asynchrone. Au final le fonctionnement c'est vraiment des mondes différents, hein, parce qu'entre synchrone, asynchrone, est-ce que tu résous tes dépendances quand tu codes et donc du coup tu construis, t'importes tes dépendances, etc. et puis au runtime tu les auras, ou est-ce que tu vas chercher au dernier moment ta dépendance? Avec TypeScript et les ESM, on a une approche qui est beaucoup plus orientée analyse statique, c'est-à-dire on écrit du code et on va pouvoir checker pas mal de choses. Plutôt que require, c'est plus le monde dynamique, quoi, qui s'adapte à ce qu'il trouve, etc. Et un des bénéfices un peu cachés de tout ça aussi, c'est que comme on a de l'analyse statique, on sait qui dépend de quoi. C'est-à-dire qu'on peut être capable d'aller chercher les dépendances, aller chercher le graphe de dépendance. Et c'est grâce à ça notamment qu'on peut faire plus facilement du tree shaking. Parce qu'en fait, si on a dit require partout, là, il faut une intelligence beaucoup plus complexe pour être capable de savoir, alors attends, tel fichier, il a besoin de ci, il a besoin de ça, mais il n'a pas besoin de ça, et donc du coup, ce fichier-là, je le bundle pas et tout. Alors que si on fait des déclarations propres et tout ça, et là, on peut profiter d'une analyse statique, et donc du coup du tree shaking notamment. Et avant de passer justement sur la question fatidique de en 2025, puisqu'on a les deux, pourquoi on est encore sur du CommonJS, puisque tu viens de le dire, c'est très important sur le tree checking et pour savoir le graphe de dépendance, pourquoi on a encore du CommonJS. On en parlera juste après. Avant, c'est le moment du quiz. Et oui, petit quiz sur cet épisode de podcast. On va essayer de savoir ensemble, c'est un peu faux parce que moi je sais déjà les réponses, mais pas forcément Denis, qu'est-ce qui est ESM ou pas ESM? Ok, bon, tu auras le droit de dire les deux parce que c'est aussi un piège. Il y a des libs qui sont ambivalentes. Et je vais me prêter à l'exercice. Je t'avoue que je suis pas serein parce que ce truc-là, c'est full improvisé. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas les réponses et j'ai pas été vérifié. Donc voilà, je suis pris en otage. Voilà. Bon, l'idée, c'est pas de te piéger. C'est juste qu'on voit ensemble un petit peu, justement, sur des libs qui sont assez utilisés. En tout cas, je pense que parmi les 6 libs dont on va parler, il y en a au moins une que vous avez déjà entendu parler. On va commencer par Lodash. Alors, Lodash, c'est quoi? C'est en gros une lib de tooling, d'utilitaire utilisable en JavaScript, qui est quand même assez vieille dans le web, mais qui est utilisée encore beaucoup aujourd'hui. Alors, à ton avis, Denis, est-ce qu'elle est ESM ou pas ESM? Alors, ça, c'est facile. Parce que je connais la réponse. C'est facile, oui et non. Je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps encore. Donc c'est les deux. On a la partie Lodash qui est en CommonJS, si je ne me trompe pas. Et on a un autre bundle qui s'appelle Lodash ES, qui est la version ES module du coup de Lodash. On a une incitation en plus avec genre des règles de lint, etc. à basculer au fur et à mesure de Lodash vers Lodash ES, notamment pour la partie tree shaking. Voilà. Exactement. Écoute, tu as encore mieux répondu que ce que j'espérais. Donc effectivement, Lodash, entre guillemets, tout seul, non, c'est CommonJS only. Par contre, Lodash ES, c'est en ESM. Deuxième lib, Axios. Axios qui est évidemment le client préféré des React users, les clients HTTP. Voilà, la question est posée. Oui, parce qu'on l'utilise aussi côté back-end, ça m'arrive. Moi, je dirais plutôt que c'est une librairie qui est historique, donc c'est sûr qu'elle fournit du CommonJS, et je pense pas qu'elle fournit de version ESM. Alors, d'après mes notes, on est sur de l'ESM only depuis la version 1.6. Donc eux, ils ont pris le parti pris de virer complètement la partie CommonJS. Okay. Donc un fort choix, mais tu le disais justement, c'est utilisé côté back-end. Prochaine lib, c'est DateFNS. Alors DateFNS, c'est le successeur, entre guillemets, de Moment, qui va nous servir à gérer des dates en JavaScript. DateFNS, vu que c'est mis en avant par rapport à Moment et tout ça, et vu ce que je disais sur la partie être en capacité de faire de l'analyse statique pour faire du tree shaking, moi je dirais que c'est que de l'ESM, parce qu'ils ont une approche fonction, et voilà. Et je pense que Luxon aussi, qui est fait par les équipes de Moment, ça doit être pareil. Eh bien oui, je dirais même ESM first, ça a été créé à partir de ESM, donc si aujourd'hui il y a des backports en CommonJS, c'est venu après, ça n'a pas été créé dessus. Et aussi, Moment, on peut le dire, aujourd'hui c'est complètement obsolète, et c'était du coup full CommonJS, Moment. Donc voilà. React, j'ai pas besoin de vous présenter React. Est-ce que c'est ESM, est-ce que c'est CommonJS, ou les deux? On se croirait au Burger Quiz. Ah ouais, là c'est la question du Burger Quiz.
En React, j'ai envie de dire les deux. Voilà, parce qu'ils aiment bien se mettre au milieu. Et effectivement, c'est les deux, même si aujourd'hui, tout ce qui va être tooling moderne que tu vas avoir avec l'environnement React est de plus en plus en ESM. Ouais, je pense que c'est trop coûteux pour eux d'être full ESM aujourd'hui. Trop coûteux. Ils vont y aller au fur et à mesure, mais... Exactement. Avant-dernière lib, on va parler de Vite, qui est quand même assez récent par rapport à tous les autres types de bundlers, qui est arrivé récemment, assez récemment en tout cas, dans l'écosystème Angular. Pareil, à ton avis, Denis, ESM, CommonJS ou les deux? Vu la date de Vite et tout ça, et vu un peu le bonhomme qui porte ça, Evanyu pour ne pas le citer, moi je dirais ESM, mais je suis pas à l'abri qu'ils aient besoin d'une spécificité à un moment ou du backward compatibility, et donc du coup ils auraient du CommonJS quoi. Mais allez, faut y aller quand même. Je vais dire ESM only. Ouais. Bien sûr ESM only. La base de Vite justement, c'est de résoudre des paquets rapidement avec les ESM. C'est l'essence même du truc, et c'est pour ça que ça a mis du temps à arriver sur Angular, parce qu'Angular on avait beaucoup de webpacks, beaucoup de choses comme ça, problème de compatibilité avec les libs, c'est pour ça que ça a mis du temps à arriver, et du coup le principe de base de Vite justement c'est de se reposer entièrement sur des ESM, donc très bonne intuition. Ah oui, ok, oui, parce que comme ils font le bundle à la volée, ils sont obligés de savoir statiquement c'est quoi les imports. Exactement. Et tu peux pas le faire sans ES module. Ok. Exactement. Ouais. Allez, dernière lib de test. On va parler de Jest. Jest, eux c'est des dinosaures. J'ai envie de dire CommonJS. Et je pense qu'il y a plein de bugs quand tu fais avec des ES modules. Et c'est exactement ça. Encore majoritairement CommonJS. Il y a un support partiel de SM, mais c'est très laborieux sur les gros projets. Ouais. Et tu t'es plutôt bien débrouillé. Tu as eu la bonne intuition plutôt à chaque fois sur chaque lib. Et justement, ça va être le moment de passer de pourquoi de plus en plus de libs passent au ESM only. Et spoiler, vous avez bien compris que c'était pas juste un caprice. Il y a une problématique de performance, vous l'avez compris, mais aussi de maintenance. Parce qu'on a vu qu'il y avait des libs qui faisaient aussi les deux. Non, mais oui, c'est ça. En fait, on sent bien que le format, en fait, il est là pour... il répond en gros à tout ce qu'on a besoin. La syntaxe, elle est plutôt simple. Tu as une nature asynchrone de chargement qui nous aide bien. C'est vrai que là, en plus, on a parlé des imports et des exports en ES module, mais on a aussi une fonction import qui peut se faire en full asynchrone avec import mon fichier et après .zen et puis après tu as une promesse et puis tu peux résoudre des modules comme ça. C'est notamment ce qu'on faisait à une époque dans Angular pour faire les routes en lazy loading. Et je crois aussi que côté navigateur, c'est unanime. C'est natif, surtout en plus. Tu vois. Donc, en introduction, on parlait de la balise script. Aujourd'hui, la balise script, elle est compatible avec justement ce côté ESM à charger des modules et faire du lazy loading de modules directement dans le navigateur. Et du coup, ça accompagne aussi d'une meilleure développeur expérience pour tout ce qui est dev moderne. Pourquoi ? Parce que tout simplement qu'on a tous un petit peu l'autocomplétion. Donc, si on a la gestion d'un arbre de dépendance, forcément, notre IDE, il va être plus à même aller chercher notre autocomplétion, aller chercher notre lib qu'on vient d'importer. Il y a un article très intéressant qu'on mettra dans les notes de l'émission que tu m'as partagé, Denis, justement d'Andfou, et comme quoi il a supprimé carrément CommonJS sur son blog et dans ses packages. C'était le move un petit peu inattendu, quoi. Mais là, quand on parle comme ça, on a l'impression que c'est la belle vie, les ESM. Hein. C'est la belle vie, et en fait, non, c'est pas magique. Il y a des petites choses à faire. Dans le navigateur, on parlait de balise script, et puis hop, ça marche, mais il faut rajouter quand même type module pour qu'on sache qu'on est en train de gérer des ES modules. Et puis, on a aussi d'autres couacs. Et il y a aussi une phrase de Linus Torvald qui est We do not break user space. On ne casse pas les utilisateurs, en fait. On ne casse pas l'environnement des utilisateurs. Donc, tous les sites web aujourd'hui qui sont avec alors c'est pas du CommonJS du coup, mais c'est avec les anciennes méthodes, il faut qu'ils perdurent, il faut qu'ils soient toujours accessibles et il faut pas qu'ils aient besoin de migrer, quoi. Donc on a des petites rustines et des choses comme ça. Et je crois que côté backend aussi, on a des trucs à ajuster. Je rebondis tout juste sur ce que tu viens de dire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une philosophie dans le web et globalement plus dans le JavaScript, c'est qu'on ne fait pas de breaking.
C'est-à-dire que la spec suivante englobe toujours le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le S5, le S6, le S7 rajoutent des features, mais cassent pas ce qui existe déjà. On sait tous que, par exemple, gérer des dates en JavaScript, c'est une tannée, c'est compliqué, les time zones, les choses comme ça. Et c'est là où, justement, y a un standard. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans les podcasts. Oui, il y a un standard avec temporal qui est encore en train d'être mis en place, etc. Mais en fait, on voit... contrairement à des libs, par exemple Angular, où ils peuvent choisir de changer une syntaxe, changer des attributs et des choses comme ça, côté navigateur, côté API navigateur et tout ça, en fait, on peut pas se permettre d'introduire des breakings, quoi. Les balises div, elles doivent fonctionner pareil. Le add event listener, il doit fonctionner pareil. La manière d'interagir avec des variables en JavaScript doit fonctionner pareil parce que on peut pas se permettre de casser tous les sites existants. Et là où quand on est avec notre framework, notre techno, côté front, etc., en fait, c'est au moment du dev qu'on peut choisir monter de version, adapter des trucs, etc. Très bien, mais côté navigateur, il n'y a pas ça. On ne choisit pas de faire des montées de version, etc. C'est comme ça. Et donc, du coup, le web, il est obligé d'être il est obligé d'être compatible, en fait. Et on est obligé de garder la compatibilité. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que vous pourrez avoir des problèmes dans des type monorepo. Un monorepo, par définition, vous avez un seul repo pour plusieurs projets. Et effectivement, si vous n'êtes pas tout à fait sur les mêmes systèmes de modules, là déjà, pour la mettre en place, c'est compliqué de passer tout de suite en ESM only. Surtout si vous avez du tooling, notamment sur les workflows CI/CD existants. Tout ce qui est aussi TS Node, TypeScript, le moteur TypeScript, justement, qui va nous permettre de transpiler du TypeScript en JavaScript. Aujourd'hui, c'est du CommonJS également. Donc il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui où soit on est sur une dual support, entre guillemets, soit on est sur de l'ESM only, on est aujourd'hui sur une problématique. Si on passe à la conclusion, qu'est-ce que tu nous préconises, Denis ? Au global, déjà, peu importe ce qu'on fait, dans la mesure du possible, on essaye de faire de l'ESM partout, parce que c'est la trajectoire. Mais des fois, en fait, on est aussi contraint par le passé. Tu vois, il y a eu toute la shitstorm avec l'FPAD, par exemple, qui avait tout cassé. Et puis, il y avait des gens qui disaient bah oui, mais pourquoi il y a besoin d'avoir une lib qui gère ça, etc., etc. Mais en fait, ça, c'est ce que j'appelle le poids du passé, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il y a 15 ans, il y a quelqu'un qui a dû faire ça 300 fois, donc au bout d'un moment, il a fait une lib. Et puis, il y a 14 ans, il y a un type qui s'est dit « Allez bien, cette lib, je vais la réutiliser ». Et puis, il y a 12 ans et demi, il y en a un qui s'est dit « Ah ouais, la lib qui importe l'autre lib, etc. Moi, j'en ai besoin pour faire une librairie qui simplifie le parsing des URL, parce que c'est pas encore bien fait dans le navigateur. » Et puis après, voilà. Et puis, au final... tu arrives plus loin à React Router, qui a besoin d'une autre lib, qui a besoin de la lib qui parse les URL, qui a besoin de la lib machin, et qui a besoin de l'FPAD. Et après, on se dit, mais pourquoi React a besoin de l'FPAD ? En fait, React n'a pas besoin de l'FPAD, et il pourrait faire mieux. Le seul truc, c'est qu'en fait, tu as le poids de l'histoire, où tu as construit tes technologies en te basant sur des briques qui existaient déjà. Et sauf que, tu as des besoins qui étaient nécessaires à une époque qui ne le sont plus aujourd'hui, mais sauf que toi, tu récupères tout ça tel quel, tu as assez peu d'actions là-dessus, sauf tout réécrire. Et donc, alors j'ai fait une dégression sur l'FPAD, mais l'idée avec les ESM, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as des vieilles dépendances qui sont en CommonJS, que tu ne peux pas migrer facilement vers de l'ES module, et que en fait, ces dépendances tirent d'autres dépendances, etc., etc., en fait, tu as une inertie, en fait, tout simplement, une inertie qui est temporelle, etc. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des initiatives, je crois qu'on avait déjà parlé dans un autre épisode, là, l'initiative qui s'appelle E18E, on mettra un lien dans les notes, qui est, en fait, il y a certaines fonctionnalités qui aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à faire dans un navigateur. Et donc, en fait, des grosses libs qui nécessitaient beaucoup de dépendances et beaucoup de choses, en fait, aujourd'hui, on peut les faire en 2000 lignes de JS au lieu d'avoir 15 dépendances et puis 15 000 lignes de JS. Et donc, du coup, il
il y a dans cette initiative aussi, il y a un élan pour passer tout sur de l'ES only. Mais voilà. Et après, pour les libs open source, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais est-ce que lib front, lib back aussi, ça dépend ce qu'on livre, mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aurais envie de dire ESM partout. J'ai pas de bon exemple où j'ai encore besoin de livrer du CommonJS. Ouais, bah alors après, en fait, ça va dépendre de ton public. Donc là, tu parlais d'open source. Ça veut dire que si tu open source une lib ou ton projet ou quoi que ce soit, ça veut dire que tu veux qu'il soit utilisé, potentiellement forké. Peut-être qu'en fonction de la grosseur de ton projet, toi, tu te reposes déjà sur des libs. Donc tu auras peut-être, pas le choix déjà. Parce que si tu as du CommonJS only, même si on l'a vu, c'est relativement rare aujourd'hui, le CommonJS only, ça peut arriver. Si tu as le dual, c'est très simple. Tu prends l'import en ESM, terminé. Toi, par contre, je pense qu'il vaut mieux que tu fasses aussi de l'ESM. Toi, derrière, si ta chaîne, alors c'est pas ta chaîne d'approvisionnement, c'est un peu ça, d'approvisionnement de lib. Ouais, si, c'est ça. Allez, OK pour l'ESM, livre en ESM. Si t'as pas le choix, moi j'aurais envie de te dire, regarde si ta lib, elle est pas obsolète déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. CommonJS only, ça veut dire que c'est compatible avec du Node d'il y a 2009 par exemple. Ouais, et puis j'aime bien la réflexion là que tu soulevais de se dire, tiens, si je peux pas faire de l'ESM, au lieu de fallback naïvement sur du CommonJS et puis roule ma poule, je trouve quand même intéressant de se poser la question de OK, ça je peux pas, peut-être qu'il faudrait que je change mon tooling. On le voit par exemple avec Jest. Bon, alors toi, Jest, peut-être que tu as ton contexte pro où tu es potentiellement contraint, mais si tu démarres des choses, tu démarres un projet ou tu reprends un projet mais qui n'est pas vieux, du coup, ESM, c'est compliqué, alors que ESM, c'est plutôt la trajectoire, c'est la roadmap en tout cas de JS, etc. Peut-être que c'est le moment de se dire, en fait, je vais me forcer, je vais pas faire de Jest et je vais faire du Vitesse, par exemple. Pas pour mettre spécialement en avant Vitesse, mais en tout cas, je vais aller chercher une alternative qui fait de l'ESM et qui me fera un écosystème full ESM, ou en tout cas, je vais essayer de m'en rapprocher. Et parce que, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est plus sain quand on est en full ESM. C'est-à-dire qu'on est plutôt vers la fin de la transition. On a passé les étapes douloureuses de il faut que j'apprenne une nouvelle manière de faire, il faut que je fasse de la compatibilité backward et tout ça. Tout ça, là, on est plutôt vers la fin. Là. On est plutôt vers la fin. C'est une techno mature qu'on connaît, on n'a pas peur, on sait que ça marche et c'est plutôt confortable. Donc en fait, c'est plutôt cool. Ouais. J'ai envie de dire aussi, écoutons les signaux du marché. Node 20+, vite, Deno, Bun. Ils sont tous en ESM first. Ils vendent l'ESM. Ça bouge vite et en même temps, ça a une inertie de malade. Mais c'est fascinant en vrai. Fin de podcast. Incroyable. Voilà. Et oui, on arrive à la fin. Et la prochaine fois, c'est moi qui pose le quiz. Allez, ça me va. Ça sera un quiz sur quoi du coup ? Ça spoil le prochain sujet ? Oui, mais il faut le connaître, le prochain sujet. Ah, c'était ça. On vous tease pas le prochain sujet parce qu'on ne l'a pas décidé encore. Mais voilà. Allez. Vous le dis bientôt. Le rendez-vous est pris, bien sûr. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube. Et oui, c'est devenu une plateforme de podcast. En tout cas, YouTube et YouTube Music. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.